Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. France, pays des arts, des armes et des lois. France, pays de la solidarité. France, pays de la redistribution. On ne laisse personne sur le bord de la route. Et c'est heureux. Mais, quand on constate qu'il y a 120 millions, paraît-il, il y aurait 120 millions de numéros de sécurité sociale alors qu'on est 67 millions. Eh bien là, nous nous grattons la tête. Où sont les 65 millions restants? Qu'est-ce qui se passe? Où y sont les 60 millions? Et le chiffre, alors, il y a ce chiffre qui est tombé. 2 sénateurs, dans une étude publiée mercredi dernier, ont évalué le montant des fraudes liées à l'utilisation de faux numéros de sécurité sociale entre 300 millions et 1,1 milliard d'euros. Effectivement, c'est très difficile de donner le vrai chiffre. Enfin, là, ça fait quand même entre 1 et pratiquement 4. Alors voilà, vous savez, c'est les faux numéros de sécurité sociale, les fausses cartes vitales, etc. Et les sénateurs disent, mais attention, ça se mesure en millions d'euros et non en milliards, parce qu'on avait parlé effectivement, et disent des 14 milliards estimés à tort et propagés par les réseaux sociaux, ainsi que par certaines formations politiques, mettant en avant les étrangers qui viennent manger le pain des Français. Oui, disait les étrangers, a déclaré le sénateur centriste du Pas-de-Calais, Jean-Marie Van Leurenberg. Avec Alain Millon et Gaëtan. Voilà, ils ont fait une enquête. Et alors, nous avions reçu quand même, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps, Charles Prats, qui est magistrat, qui est spécialiste de la fraude fiscale et sociale. Bonjour Charles Prats. Oui, bonjour André. Alors, dites-moi, on parle, alors là, ils nous disent, attendez, c'est pas grave, enfin, ou c'est pas si grave que ça, c'est entre 300 et 1,17 millions d'euros, voire millions d'euros, non, 1,7 milliard d'euros, et puis ils disent, mais qu'est-ce qu'on a parlé de 14 milliards, ça ne veut rien dire, ce n'est pas sérieux, etc. On a extrapolé, dit-il, à partir des Français nés à l'étranger. Alors, entre 1 milliard et 14 milliards, une sacrée différence. Charles Prats, expliquez-nous. Écoutez, ce serait intéressant que le sénateur vienne vous expliquer son rapport. Il faut bien comprendre que quand l'affaire des 14 milliards, c'est-à-dire en fait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents, est sorti en décembre dernier, effectivement, quand j'ai expliqué les choses, oui. Vous avez des sénateurs qui avaient tout de suite voulu enquêter et qui ont été en fait empêchés d'enquêter à ce moment-là. Et c'est donc ce sénateur, monsieur Van Leurenberg, qui a été missionné pour regarder ce qui se passait. Alors moi, il m'avait entendu, je lui avais donné tous les documents que j'avais, oui. Et manifestement, je déduis à la sortie de son rapport qu'il était surtout missionné pour étouffer les choses. Ah oui, carrément. Vous dites ça, écoutez, carrément, oui. Mais moi, je lis son rapport, je constate par exemple, alors que je lui avais donné à l'époque tous les documents, le chiffre de 1 800 000 numéros attribués sur la base de faux, c'était pas moi qui l'avais inventé, et ça ressortait d'une réunion et du travail des gens de Bercy, du ministère des Finances. Ouais, et donc ça ressortait d'une réunion où il y avait 7-8 personnes qui étaient là. Eh bien, figurez-vous que dans son enquête, ce sénateur n'en a pas entendu une seule. Il les a surtout pas appelés. Hein. Ah d'accord. Voilà. Il a entendu plein de gens, sauf les gens qui étaient en charge de qui étaient à Bercy, en charge de l'enquête. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est amusant. Et quand vous lisez son rapport, quand le rapport est sorti, d'un seul coup, moi-même, d'ailleurs, j'ai été interviewé par Le Figaro à ce moment-là. Il a expliqué qu'il avait fait un échantillon représentatif des 21 millions de numéros de sécu attribués à des gens à l'étranger, et que là-dessus, l'année dernière, il y en avait 56,4% qui avaient touché des prestations. Donc moi, j'ai fait le calcul, ça faisait 11 850 000. Et en reprenant les chiffres de l'INSEE qui expliquent qu'il n'y a que 7 900 000 gens à l'étranger sur le territoire national, j'ai effectivement posé la question dans Le Figaro, c'est quoi la différence? Voilà. Et donc, le rapport a été changé entre-temps, voyez-vous. Quand j'ai fait cette interview dans Le Figaro l'autre jour, 2 jours après, le rapport sur le site du Sénat a été modifié pour prendre en compte ça. Et donc, il nous explique que l'échantillon, ce n'était plus 21 millions, c'était 17 millions. C'est pas d'où sortent les 17 millions. Et bien, ils écrivent noir sur blanc que donc ça fait 9 700 000 personnes nées à l'étranger qui percevaient des prestations sociales l'année dernière. Et eux-mêmes disent, selon Eurostat, il devrait y avoir 8 177 000. Et alors,
Et il vous explique pas la différence. Mais alors, au-delà des chiffres, il y a quand même 2 chiffres qu'on retient, Charles Prats. Vous aviez vous-même avancé en faisant votre enquête, et vous n'étiez pas le seul avec Bercy. Vous disiez, on n'est pas loin des 14 milliards quand même d'euros qui circulaient et de fraude. Et lui, il dit, l'utilisation de faux numéros, 300 millions et 1,1 milliard. Il y a quand même une différence, je veux dire, astrale entre ces 2 chiffres. Tout à fait, puisque moi, je ne parlais pas d'un montant de fraude, je parlais d'un enjeu de fraude. C'est-à-dire qu'en partant de 1 800 000 dossiers potentiellement frauduleux, comme on ne savait pas combien ces gens-là touchaient parce que l'enquête n'était pas allée jusqu'au bout, au regard de la dépense moyenne, ça faisait un enjeu de fraude de 14 milliards. Là, le travail qui a été fait par le Sénat, ça a été de refaire une évaluation statistique. Ils se sont surtout bien gardés de reprendre les dossiers qui avaient été identifiés à l'époque. Ils ont refait une, en disant, bah voilà, finalement, il y a 47 dossiers litigieux sur l'échantillon des 2000 dossiers. Et ils sont allés regarder combien chacun touchait. Et c'est là où ils ont dit, bah écoutez, selon ce que les uns et les autres ont touché l'année dernière, ça fait un enjeu de fraude de jusqu'à 1,2 milliard. Sauf que, là encore, quand vous reprenez le rapport, mais il faut vraiment que les gens aillent voir sur Internet, c'est assez amusant. Oui, rappelez où est-ce qu'ils peuvent le trouver sur Internet ? Sur le site du Sénat. Sur le site du Sénat. Le Sénat, juste un mot, Charles Prats, le Sénat lui-même n'a pas tenu compte de l'enquête qui avait été faite, alors si je comprends bien. Manifestement pas, puisque je vous dis, les gens qui ont procédé à cette enquête et qui avaient été membres de cette réunion de 2011, aucun n'a été auditionné par le Sénat, pas un seul. Intéressant. Ce qui est quand même hallucinant. Et quand vous prenez ces chiffres, cette évaluation, je ne donne qu'un exemple, quand ce rapport a été présenté à la Commission des affaires sociales du Sénat la semaine dernière, un sénateur a posé la question quels sont les chiffres en matière d'allocation adultes handicapés et de RSA, puisqu'en fait ce sont les départements qui payent, et vous savez que les sénateurs sont très liés avec les conseils départementaux. Bien sûr, bien sûr. Donc il a posé la question, et là le rapporteur lui dit, bah écoutez, l'enjeu financier c'était 2400 et quelques euros en RSA et 4900 et quelques euros en matière d'allocation adultes handicapés. Et là le sénateur qui pose la question lui dit, mais c'est juste pas possible, c'est impossible. Mais pourquoi c'est impossible ? Parce que le montant annuel du RSA, c'est 6 000 euros à peu près, c'est 500 euros par mois. Et le montant annuel de l'allocation adulte handicapé, c'est à peu près 10 000 euros par an. C'est dans les 800 et quelques euros par mois. Oui, donc c'est pas possible. S'il y avait ne serait-ce qu'un seul fraudeur, vous voyez, les chiffres auraient été supérieurs. Et donc le sénateur lui dit, mais c'est juste impossible, d'où sortent vos chiffres, quoi. Voilà. Et là-dessus, bien sûr, vous n'avez aucune réponse. Donc la conclusion de tout ça, c'est que manifestement, ce rapport, pour la petite histoire, le sénateur explique que je suis un ancien magistrat, il m'a déjà mis à la retraite, ça m'a encore coûté des sous aux Français, je suis désolé. Mais en fait, non, je ne suis pas encore à la retraite. Mais la vraie morale de cette histoire, c'est que ce rapport est à prendre avec des pincettes. Et surtout, le gouvernement, qui sait bien qu'il y a un problème, a nommé une mission d'enquête il y a quelques semaines avec justement une sénatrice, Nathalie Goulet, et une députée qui sont commissionnées par le Premier ministre. Carole Grandjean, Voilà, pour justement faire la lumière là-dessus. Et je pense que cette mission sera nettement plus sérieuse que ce rapport qui vient de tomber et sur lequel, honnêtement, le simple examen des chiffres fait sourire, quoi. Eh ben, écoutez, merci Charles Prats. En tout cas, on va suivre cette affaire parce que franchement, c'est hallucinant cette différence de chiffres et surtout ce que ça traduit du point de vue de la rigueur de l'enquête. La fraude au faux numéro de sécurité sociale, est-ce que ça vous fait réagir ? Un numéro, si c'est le cas, le 0826 300 300. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal. Je m'aime, oh je m'aime, je m'aime, oh je m'aime. Avec passion, avec ivresse, dans mon regard plein de promesses, je vois passer des paquebots. Je m'aime, et oui, je m'aime. Et ce n'est pas moi non plus, là. Une tribune tout à fait intéressante, signée par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les députés La République En Marche, Laurent Saint-Martin et Olivia Grégoire. Et alors, ils appellent quoi ? Ils appellent à faire passer leur pays avant leur parti. Et oui, ils disent, écoutez, venez chez nous. Venez vraiment chez nous. Regardez, si la droite dite républicaine avait encore un sens, François-Xavier Bellamy aurait gagné les européennes. Si déclarer « nous sommes de gauche »,
suffisait à convaincre les électeurs de gauche, alors Raphaël Glucksmann aurait largement dépassé les 20%, et on sait que le premier a fait 8,6 et l'autre 6. Donc effectivement, qu'est-ce qu'ils disent? Mais écoutez, c'est fini tout ça, c'est fini la gauche, etc., etc. Il faut passer à autre chose. Êtes-vous prêt à porter et défendre des idées, peu importe la provenance, service de français? Si oui, alors venez marcher avec nous. Nous ne serons pas d'accord sur tout, mais c'est ce qui fait encore la beauté du débat d'idées. C'est vraiment très beau, c'est beau comme la romaine, ça veut dire la gauche est finie, la droite est finie, il n'y a plus que l'extrême droite, donc venez chez nous. Et il ajoute magnifique, le réel cogne, disait joliment Lacan. Oui, il n'y a pas que le réel qui cogne, il y a certains gilets jaunes qui s'aperçoivent qu'il y a d'autres personnes peut-être qui cognent, mais enfin voilà. Donc, c'est très intéressant, en fait, ce qu'ils disent. Pour les gens modérés, pour les gens lucides, pour les gens républicains qui ne veulent pas des extrêmes, une seule adresse, venez chez nous. Il fait chaud, il y a du feu, il y a venez, il y a du bonheur à la maison, venez. Et bon, écoutez, c'est de bonne guerre après tout, hein, quand on défend effectivement son fonds de commerce, et on a raison. Mais alors évidemment, les autres hurlent, Olivier Faure du PS, les autres, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez nous dire qu'on met un autre parti avant le pays, vous considérez comme le pays, vous la République en marche? Jamais, jamais. Mais au-delà de ça, tout ça serait bel et bon s'il n'y avait pas quand même des petits problèmes, y compris au sein de la République en marche. Eina Krunik, députée LREM de la Marne, a claqué la porte du parti de la majorité il y a quelques jours en disant ceci: voilà, je ne me retrouve plus dans ce mouvement, les raisons pour lesquelles je me suis engagé. Ce mouvement, tout se passe à Paris. Je ne dirais pas que c'est du mépris, mais c'est manifestement un manque de considération et d'attention aux marcheurs. Quand j'étais candidate, j'ai constaté que 2 circonscriptions sur 5 avaient été gelées, réservées à des personnalités pour ne pas déranger. Voilà, je ne me reconnais plus dans ma famille politique alors qu'elle est députée en marche, qu'elle s'était engagée, etc. Elle espère quand même que le LREM porte des mesures de gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que venez chez nous, mais peut-être qu'il faut d'abord balayer devant sa porte, voir si vraiment le mouvement est vraiment démocratique, donne la parole à tout le monde, donne la discussion à tout le monde, ou c'est une armée de godillots dont aucune tête ne doit dépasser. C'est très important, donc c'est très bien de faire des tribunes et d'appeler tout le monde à venir, mais peut-être auparavant, il faut peut-être faire un peu le ménage dans la maison, non? Marlène Chapia, Olivia Grégoire, merci. C'est très... Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Après moi. A des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Les golfes clairs, hein, c'était très beau chez Charles Trenet, une des chansons les plus connues du monde entier. Mais la mer, c'est quoi aujourd'hui la Méditerranée? Eh bien, je vais vous dire, 600 000 tonnes de déchets plastiques déversés chaque année en Méditerranée, dont 11 200 par la France. Alors, on aimerait qu'avant de s'occuper de CO2 et des carburants, qu'on s'occupe de ces tonnes de déchets. Le World Wide Fund dresse un bilan accablant sur ce qui se passe dans les mers et dans les océans. Vous imaginez, la France produit à 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques, soit 66,6 kilos par personne. Et oui, ça continue. Alors, 98% du total a été collecté, mais 22% de ce tonnage a été recyclé. Eh bien, les 2%, génèrent la fuite de 80 000 tonnes de plastique dans la nature. Donc, 11 200 tonnes, rien que pour la France, je rappelle, pénètrent en Méditerranée. C'est terrifiant, les casiers à crabes, les filets à moules, les conteneurs, etc., etc. Et les déchets plastiques, on a vu d'ailleurs, pas en Méditerranée bien sûr, mais dans l'Atlantique, des baleines venir mourir, le ventre rempli de plastique. C'est assez terrifiant à Marseille, à Nice, en Corse. Les répercussions sont économiques. Les 12 millions d'euros pour la pêche de perte, 21 millions pour le commerce maritime, etc., etc. C'est
terrifiant. Et là, franchement, on devrait arrêter. Et je ne vous dis pas ce qui se passe. Si vous regardez sur les réseaux sociaux des vidéos en Asie, etc., des rivières qui sont plus des rivières, on ne voit plus que des ordures, on ne voit plus que des déchets. C'est terrifiant. Et là, franchement, il faudrait plus que des COP21 et des Greta Thunberg et des déclarations larmoyantes pour changer cette horreur. Qu'est-ce que vous en pensez de ces pollutions plastiques en Méditerranée ? 0826 300 300 pour nous le dire. Vous pouvez aussi nous appeler pour parler de la députée Ena Curic qui quitte La République En Marche. Trop verticale, pas assez sociale, trop parisienne selon elle. On a aussi parlé du Sénat qui se penche sur les faux numéros de sécu. 0826 300 300. À tout de suite. Un symbole qui meurt, un chêne qu'on abat. Des tags dégueulasses sur la maison de la mère d'une victime de Mohamed Merah. Des fauteuils électriques magnifiquement proposés en libre service et L'Aube des idoles, un livre passionnant de Pierre Bentata. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre. Et oui, Georges Brassens, évidemment qu'il vivait heureux. Le problème, c'est que quand l'arbre meurt, il est presque mort-né. Et oui, c'est un symbole. Et on pleure. Vous savez que, vous vous rappelez, en 2018, quand Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés à la Maison-Blanche, ils ont planté un chêne, oui, sous le regard énamouré de leurs deux épouses respectives. Donald Trump et Emmanuel Macron ont planté un chêne. La photo était belle. La photo était superbe, absolument, 23 avril dernier. Et hélas, j'ai la douleur, Français, Françaises, auditeurs et auditrices du Sud Radio, j'ai la douleur de vous annoncer que le chêne est mort. Et oui, il n'a pas tenu. Et oui, il n'a pas supporté la quarantaine phytosanitaire qui lui a été imposée après sa plantation. Je ne savais pas que même à la Maison-Blanche, il y avait des quarantaines phytosanitaires pour pas qu'il propage des maladies. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a eu des maladies ou pas. Toujours est-il que le chêne, il n'a pas tenu. Est-ce à dire que l'amitié franco-américaine va subir des revers ? Non. Elle ne va pas subir des revers. On a bien vu, quand il est arrivé, là, Donald Trump, ils ont fait des... J'adore, tout va bien, dans le meilleur du monde, ils se sont touchés lors de l'anniversaire des 75 ans du débarquement, etc. Mais on apprend quand même que Trump veut taxer le vin français, encore plus. Alors, l'amitié franco-américaine, qu'est-ce qui se passe ? Elle est morte ou elle est vivante ? En tout cas, le chêne laisse présager de sombres années futures. Pauvre chêne. Il a été remisé en quarantaine dans un hangar, ce pauvre chêne. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Je baise la France, jusqu'à la Gaudie. Je brûle la France. Voilà, encore l'imbécilité, la médiocrité assez orientée en tout cas de Nick Conrad. Et pourquoi on a choisi ça ? Simplement parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez dégueulasse, il faut le dire, il faut employer le mot. Latifa Emin Ziaten, la mère d'Imad Emin Ziaten, qui a été un militaire assassiné à Toulouse en 2012. Rappelez-vous, par Mohamed Merah, quand il a assassiné 3 militaires, plus les enfants de l'école juive à Zomera Torah, sa maison, elle habite près de Rouen, a été taguée là, dans la nuit, il y a 2 jours. Vive Merah, on va t'avoir, c'est bientôt à toi, sale juif, etc., alors qu'elle est musulmane. C'est quand même hallucinant. La mère d'un soldat assassiné, et elle parle, elle va un peu partout dans les écoles, tout ça. Prenez le vivre ensemble, prenez la réconciliation, prenez la paix. Latifa Emin Ziaten, elle parle dans les écoles, elle parle un peu partout. Et c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on va à son domicile taguer des saloperies. C'est honteux, c'est vraiment honteux. Comment ces gens-là, comment des gens vraiment qui ont encore, je ne sais pas, ils ont encore un cervelet, ils ont encore un neurone dans la tronche, ou ils ont un rien, comme ça font des attaques racistes, minables, etc., etc. C'est franchement formidable. Je veux dire, vraiment, les gens sont voilà, c'est même
pas, si vous voulez, du fanatisme, c'est de l'ignominie. Il faut le dire, et j'espère qu'ils seront trouvés et sanctionnés, comme il se doit. Et on l'a entendu ce matin dans le Grand Matin Sud Radio à 8h10, complètement écœurée. Elle disait, ils m'ont pris mon fils, ils viennent taguer ma maison maintenant. C'était dans le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Un pays, au Toulouse, au Toulouse. Très belle chose à Toulouse, oui. Une société met à disposition des Toulousains 4 fauteuils roulants électriques disponibles dans 2 parkings de la ville. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font des vélos, des scooters électriques, et une société, Indigo Wheel, on la nomme bien sûr, se met au fauteuil roulant. Et voilà, pour 4 heures, c'est un montant de 5 €. On peut louer 4 fauteuils. Pour les handicapés, eh bien, c'est une très 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 jolie mesure pour accueillir la personne à mobilité réduite, souhaitant disposer du service. L'équipe lui explique le fonctionnement, et pour ceux qui ne peuvent pas se payer des fauteuils roulants, parce qu'il faut le dire, c'est très cher, et ce n'est pas remboursé par la Sécu forcément, eh bien voilà, ils font ça. Bonne chose à généraliser, comme toujours. Berkoff dans tous ses états jusqu'à 13h pour le moment. Il est 12h36. Dans quelques instants, Pierre Bentata, enseignant-chercheur à l'ESC 3, fondateur du cabinet de conseil Rinzen, auteur de L'Aube des idoles. C'est aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite. Alors, si on parle du communisme, du nationalisme, de l'écologie, du véganisme, du libéralisme, de le transhumanisme, antispécisme, islamisme ou autre chose, etc., ou alors racialiste ou décoloniaux, ce sont des idéologies, des opinions, ou ce sont des religions qui consistent à devenir peut-être des fanatismes? On en parle. Et on accueille votre invité André Berkoff. Vous recevez Pierre Bentata, enseignant-chercheur à l'ESC 3, fondateur du cabinet de conseil Rinzen. Il a écrit L'Aube des idoles aux éditions de l'Observatoire. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. D'abord, Pierre Bentata, c'est bien, c'est que vous n'avez peur de rien. Nietzsche a écrit Le crépuscule des idoles, et vous, c'est L'Aube des idoles. C'est bien, il faut tout de suite se placer à niveau, c'est pas mal. Cela dit, non, j'ai bien aimé votre livre, parce que vous mettez un tout petit peu, et même plus qu'un tout petit peu, les pendules à l'heure, par rapport à un certain nombre de choses que nous rencontrons tous les jours, et qui deviennent quand même, et moi c'est ça qui m'a frappé, vous en parlez très bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, être vegan ou spéciste ou LGBT ou décolonial ou vraiment tout ce qu'on veut, etc., ça devient non seulement, on veut que ça devienne la norme, mais on veut en faire une religion qu'il faut suivre, faute sinon de passer pour un réactionnaire, un attardé, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un marketing des minorités à laquelle on assiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors, merci déjà, merci pour cette présentation, même si du coup je vais passer un peu pour un réactionnaire. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, mais en réalité, je pense qu'il y a deux choses justement. Il y a d'abord le fait qu'on ait une multitude aujourd'hui de croyances et de formes de religions nouvelles, comme ça, d'idéologies qui se prétendent politiques ou sociales, mais qui sont en fait fondées sur un argumentaire religieux. Mais au-delà de ça, on a une pluralité aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui simplement fait que diversifier une offre idéologique ou religieuse qui existait déjà auparavant. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, en commençant par le grand débat entre libéralisme et communisme. Finalement, on n'en est pas très loin. En revanche, on a quelque chose qui a explosé, et qui en fait, si on parle comme un économiste, puisque à la base c'est ma formation, oui. Sur le marché de la religion ou de l'idéologie, on a une offre qui est devenue beaucoup plus importante. Et donc chacun peut y trouver son compte, ce qui fait aussi que chacun peut être un peu plus fanatique qu'auparavant, puisqu'il a un panier avec lequel il se sent beaucoup mieux. Vous voulez dire que la diversité des produits a augmenté de façon exponentielle, il faut bien le dire. Mais justement, est-ce que c'est encore un motif, une motivation? Vous en parlez dans votre livre, mais c'est intéressant de creuser pour les auditeurs de Sud Radio. Est-ce que c'est une dimension religieuse? Je veux dire, est-ce que c'est une dimension de croyance? Par exemple, pour prendre un exemple, vous en parlez, mais quand les véganes ou les spécistes arrivent à caillasser des boucheries en disant, évidemment, toujours les mêmes, hein, on choisit bien et on est prudent, est-ce que c'est du fanatisme religieux, quelque part, ou ça peut être assimilé à du fanatisme religieux, ou c'est autre chose?
C'est là où, moi, la raison pour laquelle je ramène ça de la religion, c'est qu'il y a un moment où on s'éloigne en fait réellement d'un débat politique qui peut être musclé et sur lequel on peut avoir des conflits sociaux, on peut aller, admettons, caillasser, c'est pas... On comprend très bien ici qu'il peut y avoir une action qui est une action politique qui se traduit par un conflit réel. Le problème, pour moi, là où ça devient religieux, c'est qu'en amont de ça, on a quelque chose qui est complètement éloigné de la réalité et qui, en fait, abandonne carrément la réalité. Un des exemples qui me paraît le plus frappant, c'est chez les grands pontes de la théorie du genre, alors pas tous les gens qui évidemment appartiennent à la théorie du genre, mais chez les pères fondateurs, disons, ou les grands prêtres de cette façon de voir, on nous dit carrément que finalement le sexe n'existe pas. Vous dites mais attendez, moi je suis un homme, j'ai un pénis, non je suis une femme, j'ai un vagin. Vous dites non, c'est pas vrai. C'est la culture qui vous a fait croire ça, mais ça n'est pas vrai. Et donc ici, ça arrive là, à ça, oui, là on arrive à une extrémité. Je peux pas tomber enceinte, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, et alors quand vous dites, mais attendez, il y a la biologie, on vous dit non, attendez, la biologie, justement, c'est parce que c'est déjà une pratique scientifique qui est une pratique bourgeoise, de droite, et donc il faut réinventer une biologie ici qui serait une biologie libérée de ce carcan idéologique. Et là, ça y est, on a quitté le terrain du réel. Le conflit qui peut naître de ça, c'est un conflit qui est forcément religieux. On a prétendu qu'il y avait un autre monde qui existait, que ce qu'on voit est faux, et ici, c'est un débat d'idéologie à idéologie. Et c'est ça qui me paraît dangereux aujourd'hui. En fait, c'est l'idéologie X-Files. Le réel est ailleurs. Le réel est carrément abandonné. Il a disparu. Il est même pas ailleurs. C'est que... j'essaye de montrer qu'il y a une gradation là-dedans. Oui. À mon avis, j'essaye de décrire ça en disant qu'il y a 3 étapes, même si elles sont complémentaires. Allez-y. Mais la première étape, c'est une simplification à outrance de votre idéologie. Et donc, évidemment, plus vous simplifiez, plus les faits ont l'air de vous donner raison, parce que vous n'entrez pas dans la complexité de ce qui se passe. Donc, vous pouvez simplifier, mais à force de simplifier, vous finissez par avoir une vision des choses qui n'est que des slogans. C'est que du slogan. Alors, on vous dit, c'est de la faute des riches. On vous dit, c'est la faute de l'État, c'est la faute du capital, c'est de la faute des écolos. Mais en fait, c'est toujours de la faute de quelqu'un, votre adversaire idéologique, et puis... rien. Voilà. Comme ça, on l'excommunie, on le fait disparaître et tout va bien. Et on vous dit, voilà, et c'est là où la deuxième étape entre en jeu. On a tellement simplifié qu'on vous dit, maintenant... Évidemment, si vous appliquez ma façon de voir les choses, alors les choses se passeront mieux. Et quand vous entrez dans le détail, vous dites, mais attendez, mais non, cette idéologie, elle fonctionne pas, ou ce que vous critiquez n'a pas que du mauvais. Presque tout le monde est d'accord pour critiquer la mondialisation et la globalisation dans toutes les idéologies actuelles. Mais quand vous dites, mais attendez, ça a quand même permis de multiplier en quelques années, en 50 ans, la population par 2, multiplier l'espérance de vie par presque 2. Faire baisser la misère de milliards de gens. Oui, c'est ce qu'on répète nous en permanence en économie. Quand vous aviez 1 milliard de personnes sur la planète, il y avait 1 milliard de pauvres. Quand vous avez aujourd'hui 7 milliards de personnes, il y a moins d'1 milliard de pauvres. Et ça baisse tous les jours. Donc, mais quand vous dites ça, on vous dit, ah non, mais ça, c'est pas possible. Donc, les chiffres sont faux. Deuxième étape, on vous dit, alors, attendez, éloignons le réel et discutons de théorie à théorie. Et donc là, ça y est, on a abandonné déjà ce qui se passait et on va raisonner d'une façon évanescente, dans l'abstraction, en disant, puisque tous les chiffres et les faits nous embêtent parce qu'ils sont trop compliqués, simplifions et discutons de théorie à théorie. Et la troisième étape, quand vous en êtes là, c'est de dire, si on discute de théorie à théorie, alors en fait, ce sont des grandes idées et donc débat d'idées. Et donc là, vous pouvez avoir comme ça des débats qui n'ont plus jamais... qui sont décollés de la réalité complètement. Décorrélés complètement et sur lequel, en fait... C'est un avantage pour tous les grands, ceux que j'appelle les prêtres, mais tous ceux qui sont les grandes figures de chacun des mouvements idéologiques. Parce qu'en réalité, plus ils vont pouvoir débattre, et moins leur idéologie sera mise à mal. Et donc, en fait, ils acceptent simplement de débattre à vie, chacun de haut de sa paroisse. Et donc, vous avez la liberté versus l'égalité, l'immortalité contre le péché de destruction de la nature. Et voilà, faites votre choix dans votre marché de paradis. Chacun est dans son supermarché et défend sa marque. C'est son salut. Voilà, on a un monde parfait contre un autre parfait. Et puis, vous choisissez juste qu'est-ce que vous préférez comme perfection. Je préfère un monde qui est complètement délivré de l'État, de toute contrainte possible, délivré des lois, délivré des règles, et où l'individu est vraiment roi. On vous dit oui, mais il va y avoir des inégalités. Ça, c'est les libertariens, ou les transhumanistes qui vous disent carrément, allez, recréons même un autre univers d'ici. On a 14 milliards d'années pour survivre à l'univers. Travaillons là-dessus. Libérons-nous de tout, nos problèmes cognitifs, nos incapacités physiques. Et implantons tout ce qu'il y a à implanter. Tout ce qu'on transformons parce que c'est défaillant. Ouais. Et comme ça, choisissons ce qu'on veut être. Et puis de l'autre côté, on vous dit non, mais nous on veut un monde qui est complètement égal. Alors quitte à ce que disons complètement en harmonie avec la nature, quitte à ce que les gens soient pauvres ou qu'ils aillent mal ou qu'on régresse. Mais donc ce sont 2 choix et on vous dit mais les 2 sont parfaits. Choisissez votre perfection, choisissez votre modèle. Et alors justement, vous en parlez. Qu'est-ce qui a fait
que c'est devenu cette prolifération, justement, des marques, parce que quelque part, sans parler quand même publicitaire, mais enfin, il y a des marques. Ces marques-là ont, effectivement, il y a des gens qui ont quand même raison gardée et réalité gardée, heureusement. Oui, Mais ces gens-là, si vous voulez, est-ce que c'est le besoin d'appartenir, disons le mot, à une secte? Parce que quelque part, il y a un côté sectaire là-dedans. En tout cas, d'appartenir à un groupe. Et ça, c'est quelque chose qui paraît naturel et qui est vraiment, c'est complètement humain. On a besoin de se sentir appartenir à un groupe qui se définit souvent d'ailleurs par ressemblance avec les membres du groupe, mais aussi par différence avec les autres. Donc il va y avoir un besoin au bout d'un moment de cliver, de mettre une frontière entre vous et moi, entre ma pensée et la vôtre. Et puis on a un autre besoin qui est ancré dans l'humain. Et là, j'en appelle à chaque fois aux anthropologues ou aux psychologues évolutionnistes. On voit qu'on a besoin de croire, on a besoin de donner du sens aux choses qui n'en ont pas, immédiatement, qui paraissent relever du hasard et qui sont décevantes. Et donc ces deux phénomènes nous donnent envie ou nous poussent à créer un phénomène religieux. Pourquoi on en a autant aujourd'hui et pourquoi ça ressemble carrément à des mini-sectes? Parce que finalement, elles sont trop petites pour qu'on y voit des religions. Et puis aussi parce qu'elles-mêmes considèrent qu'elles sont des sciences et pas de la religion, ce qui crée Mais ce sont des sectes, il faut le dire. Mais comment on en arrive là? On a aussi un phénomène qui est technologique. C'est en grande partie parce qu'on a des algorithmes sur les réseaux sociaux, sur les grandes plateformes d'échange de données, qu'on arrive à créer des mouvements qui deviennent à peu près cohérents avec des gens qui sont peu nombreux au départ et dispersés partout. C'est sûr, mais ils sont sur le site, ils sont sur les réseaux sociaux, on peut cliquer et on peut les avoir tout de suite, c'est transversal. Oui, et en fait c'est même pire parce que ça relève même plus d'un choix personnel, c'est les moteurs de recherche ou les plateformes sont faits comme ça. Le meilleur exemple, c'est Facebook. Vous avez sur Facebook, alors je demande souvent moi à mes étudiants de faire l'expérience. Ouais. Regardez, si vous avez Facebook, regardez ce que vous donne votre Facebook sur votre smartphone et ce qu'il vous donne sur votre ordinateur. Et comme vous n'avez pas l'habitude d'aller sur Internet pour les mêmes raisons sur l'ordinateur et le téléphone, vous n'avez pas les mêmes résultats sur Facebook. Qu'est-ce que fait Facebook? L'algorithme, en fait, il essaye de maximiser votre bien-être, votre expérience client ou utilisateur. Mais votre expérience utilisateur, l'idée qu'on en a, c'est de se dire, il faut vous donner de l'information qui est de l'information que vous attendez. Ou il faut vous donner... Alors, vous aimez cliquer sur des choses qui buzzent, vous aurez toujours des choses qui buzzent. Vous êtes complotiste, vous aurez toujours du complot. Et en fait, vous avez ici on appelle ça une chambre d'écho ou une bulle filtrante. Vous avez ici un phénomène qui est que vous vous retrouvez enfermé avec toujours les mêmes idées, les mêmes informations. Et vous recroisez les mêmes personnes. En fait, c'est très intéressant. Facebook, par exemple, en fait, vous renvoie à vos fantasmes ou à vos inclinations et les multiplie. C'est-à-dire, on vous donne le choix formidable. Vous êtes ça, eh bien, on vous donne le choix formidable de choisir. Donc, effectivement, à l'intérieur, mais c'est très intéressant de ce que vous racontez, si vous passez à votre bouquin, et je le recommande, c'est qu'au fond, quelque part, la personne qui est déjà enfermée dans son cocon ou dans son igloo pense qu'il a la possibilité de choix en ayant la palette. Oui, il pense d'abord qu'il a le choix et que en fait ça relève d'un choix alors que son environnement est déjà conditionné. Mais en plus de ça, il pense avoir raison parce que tout ce qu'il voit autour de lui confirme ce qu'il pense. Puisque de toute façon, il est dans un îlot où tout a été présélectionné en fonction de ses clics précédents. Donc du coup, on est tous piégés de cette façon-là. Et comme on a beaucoup de biais cognitifs qui nous incitent, qui renforcent en fait cette façon-là de voir les choses, de croire que la réalité confirme toujours et de pas aller chercher ce qui contredit, ça nous déplaît. Ouais. Du coup, vous avez ici quelque chose qui favorise vraiment l'agrégation et la création de petites communautés qui vont être des communautés où les gens pensent être majoritaires. Et ça, Abir Bentatah, vous la voyez grandir, cette tendance-là? Ah oui, oui, c'est une tendance que vous voyez. Et puis on voit les effets. Il y a quelques bouquins qui viennent de sortir assez récemment, notamment un sur comment le mouvement 5 étoiles s'est formé, où on voit que c'est en grande partie grâce à ces bulles filtrantes et à ces chambres d'écho. Vous créez quelque chose qui n'a pas de programme, mais vous avez incité les gens à venir cliquer sur le blog de Pepe Grillo uniquement sur des choses qui étaient nationalistes, ou uniquement sur des choses qui étaient communistes, ou uniquement sur des choses anti-immigration ou anti-élite. Et les gens ne s'aperçoivent même plus que, en fait, si vous balayez la totalité du blog, il y a plein de choses avec lesquelles ils ne sont pas en accord. Mais du coup, vous pouvez agréger ici plein de gens qui pensent des choses différentes autour d'une idée commune, parce que vous les orientez uniquement dans une salle ou une autre de votre site ou de votre plateforme. Oui, mais enfin, est-ce que l'esprit critique a complètement disparu? Est-ce que les gens ne peuvent pas s'apercevoir qu'on les oriente vers une chambre critique et que c'est peut-être pas là où ils avaient envie d'aller?
Est-ce qu'il n'y a pas encore un peu d'esprit critique, bien sûr, quand même, heureusement dans notre univers de brut? Heureusement que oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais, je critique principalement les gens qui sont les fers de lance de ces pensées, parce que derrière, très souvent, on a des gens qui sont beaucoup plus mitigés et nuancés. Et puis qui ont une vision critique. Le problème, c'est que quand la figure de proue de votre mouvement est quelque chose qui tend à se radicaliser, parce que c'est plus facile comme ça d'attirer, vous êtes vous aussi mécaniquement attiré vers cette pensée extrême. Et donc, du coup, on a beau avoir un esprit critique, on a beaucoup de mal à en sortir. Et puis, ça nécessite du temps. Vous devez aller lire des rapports, vous devez aller regarder dans la réalité. Tout le monde ne peut pas et on a faire notre un travail d'historien. Notre vie, notre famille, déjà ça occupe. Mais dites-moi, vous parlez, votre livre, c'est L'aube des idoles. Alors, on voit très bien quelles idoles sont en train de monter. Mais est-ce que, peut-être ce ne serait pas une idole, parce que les idoles sont faites aussi de temps en temps pour être détruites, ça fait du bien. Mais cette aube des idoles, comment retrouver, quelque part, au-delà de ces minorités extrêmement actives, et comme vous l'avez très très bien dit, diversifiées et exponentialisées par les réseaux sociaux, comment retrouver le bien collectif? Comment retrouver les valeurs collectives? Parce qu'en ce moment, on sait très bien, on est tous dans des segmentations. Hollande, même, le président a parlé de partition. On parle, Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP, a fait l'archipélisation de la France, sans parler du remplacement et autres. Mais comment retrouver, communauté, une certaine unité, au moins? Ça n'empêche pas la discussion. Alors, je n'offrirai pas une solution qui est simple, et je serais vraiment bien complètement mégalomane de penser que j'ai une solution toute faite. Mais il y a des pistes, à mon avis, qui sont des pistes essentielles. La première, c'est d'accepter que de toute façon, on est soumis à une façon de voir les choses qui est illusoire. Et qu'une grande partie de ce qu'on pense être vrai relève de la croyance. À partir du moment où on a fait cet effort ensemble, on s'aperçoit du coup que la réalité, elle est sans doute un petit peu entre les différentes idéologies. Ça empêche de cliver. La deuxième chose, c'est de se dire que si on est condamné à croire, que si de toute façon nous sommes des machines à fabriquer du symbole et à donner du sens aux choses qui n'en ont pas, alors il faut accepter de ne pas se battre contre ça. À mon avis, le premier problème, c'est cette idée révolutionnaire. Et c'est pour ça que j'aime pas du tout en ce moment nos politiques qui nous disent il faut opérer des révolutions, il faut opérer... Dès que vous avez une idée qui est révolutionnaire, elle devient radicale et un peu totalitaire. Donc, il faut éviter ça en se disant on peut pas faire autrement que croire. Par contre, on voit bien que pour vivre ensemble, on a besoin d'avoir une croyance qui est collective. Donc, essayons de réfléchir à quelles sont les croyances, même si on sait qu'elles sont fausses, mais quelles sont les croyances autour desquelles on veut bien se recentrer, sur quoi on veut pas transiger, et puis qu'est-ce qu'on se dit, le reste qui peut évoluer, qui peut être facteur d'adaptation, etc. Mais ça nécessite une reprise en main collective qui passe d'abord par une responsabilisation individuelle. Et puis la deuxième chose, c'est de faire un travail à l'échelle purement individuelle, qui est d'accepter que la réalité n'est pas là pour nous faire plaisir. C'est pas moi qui l'ai inventé, il y a un courant alors dont on se moque en plus beaucoup en France, même si maintenant certains sont revenus quand même sur le devant de la scène, mais on se moquait de Camus parce qu'il disait ça paraît stupide, mais oui, la réalité n'est pas là pour nous plaire, et quand on la blâme, c'est nous qui avons tort. Absolument, et ça s'appelle la morale, et n'oublions pas que c'est pas vos lunettes qui comptent, c'est la réalité qui compte. Merci Pierre Bentata, enseignant-chercheur à l'ESC 3, fondateur du cabinet de conseil Rinzen et auteur de L'Aube des idoles aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous André, rendez-vous demain midi pour Berkoff dans tous ses états. Une émission à retrouver en podcast sur sudradio.fr, mais aussi en vidéo sur YouTube et Facebook Live. Dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit l'ancien grand rival de Claude François, Christian Delagrange, qui vient présenter son nouvel album Dans les clés d'une vie. Bon après-midi sur Sud Radio.